Bienvenue à toutes et tous. Ça va, on peut lancer la régie? Super. Et en ligne, vous nous entendez bien? N'hésitez pas à Oui, écrire dans le... super. Ah, super. Salut Géraldine. Bon, bah nickel. Et ben, on va pouvoir démarrer. Eh ben, bienvenue à toutes et tous. Heureux de vous retrouver pour voilà, cette table ronde aujourd'hui. Formée à l'ère de l'IA, nouveaux outils, nouveaux métiers, nouvelles compétences. Ça va nous occuper pendant l'heure qui va suivre, jusqu'à 13h30. On aura également l'occasion de partager pour ceux qui sont ici parmi nous au Cube EIC de Tourcoing, qu'on remercie chaudement de nous accueillir. Voilà, de déguster un petit cocktail. Et puis pour ceux qui sont en ligne, vous êtes aussi une dizaine connectés, donc on vous salue. Je vous propose, voilà, pour ceux qui sont en ligne, d'écrire dans le chat directement pendant la table ronde si vous avez des questions. Et puis aussi en présentiel, on aura aussi l'occasion à la fin de la table ronde de pouvoir aussi avoir un temps de questions-réponses. Cet événement est en live streaming. Il est organisé donc par l'association EdTech Hauts-de-France dans le cadre du festival IA avec nous, le festival régional autour de l'IA. Le but, c'est de démocratiser l'IA au plus grand nombre. Également, oser l'IA aussi, parce qu'on est EdTech Hauts-de-France ambassadeur IA dans le cadre de la Direction générale des entreprises. Et donc, c'est aussi un événement pour les PME, pour démocratiser l'IA dans le monde économique. Et donc, voilà, ce meet-up, on pourrait appeler ça, en tout cas, cette table ronde fait suite également à plusieurs grands événements qui a eu lieu cette semaine et la semaine dernière, notamment vendredi dernier, le grand sommet européen de l'IA, Euratechnologie, on va y revenir, où il y a eu beaucoup d'annonces, notamment j'ai noté les campus de l'intelligence, au même endroit que des data centers qui vont massivement se développer en Hauts-de-France, un DU sur l'IA aussi, j'ai vu ça passer, un brevet IA, en tout cas, voilà, beaucoup d'enjeux dans l'éducation également qui sont ressortis. Et puis également la grande kermesse de l'IA, pour certains d'entre vous y étaient, samedi dernier après-midi, organisée par l'ASSO plus Z-Code pour l'emploi, avec 200 familles, enfants de tout âge qui sont venus partager et fêter avec nous l'intelligence artificielle. Ce que je vous propose donc, c'est de présenter nos 4 invités du jour, 4 regards croisés. On a une belle diversité aujourd'hui. À ma gauche, Isabelle Lemire, qui est directrice conseil d'Améris, Améris Conseil et Formation. Donc un cabinet de conseil en RH, donc qui va voilà, pouvoir exprimer son regard sur la partie RH et puis aussi en tant que PME de la région. Christophe Mondou, tout à ma gauche, qui est vice-président stratégie numérique et IA à l'Université de Lille, qui est membre EdTech, et donc qui va aussi pouvoir nous exprimer plutôt le regard là, universitaire de l'Université de Lille, peut-être de la recherche, enfin, en tout cas on aura ce regard. Maximilien Salik à ma gauche, également fondateur de Chapitre 1, qui est un cabinet de conseil de formation aussi à l'IA, membre EdTech, et qui va aussi nous partager son expérience d'accompagnement de PME, d'associations sur l'IA. Et puis à ma droite, nous avons Thomas Sulmon, Product Manager et ambassadeur IA chez Boulanger. Et donc là, on a le côté aussi grandes entreprises, grandes enseignes de la région, qui va aussi nous exprimer son point de vue. On va commencer l'IA révolution ou évolution par un petit regard sur notamment les statistiques qui ont été parues lors du sommet européen de l'IA et qu'on a repris. Donc je vais vous partager ces quelques slides qu'on trouvait intéressants pour commencer. Que l'IA commence à être finalement une adoption majoritaire, mais loin d'être homogène. 65% maintenant des Français utilisent l'IA, dont 16% chaque jour et 42% au moins chaque semaine. Alors on voit la question générationnelle qui est très importante, où on a plus de 87% là, des 18-34 ans versus 54% des plus de 50 ans. Les cadres l'utilisent plus que les ouvriers, et également la question de la ruralité, où en tout cas les habitants des grandes métropoles utilisent plus majoritairement l'IA que dans les territoires ruraux.
Également, ici, il y a nouveau compagnon du quotidien des Français. Donc, comme on l'a dit, 6 Français sur 10 là, trouvent l'IA utile dans leur vie personnelle, avec aussi l'utiliser pour des questions de santé, pour améliorer son efficacité au travail. Également, je pense qu'il y a un sujet là avec les élections présidentielles, voilà, aussi demander conseil à l'IA, quel candidat je devrais voter, etc. Donc là, en tout cas, l'IA devient quelque chose de vraiment du quotidien, notamment chez les plus jeunes, mais pas que. Ici, on a un focus sur l'IA pour simplifier le service public, accélérer la recherche médicale, en tout cas utile pour la société, avec 48% des Français qui pensent que l'IA va améliorer le dynamisme et la croissance des entreprises, qu'elle va simplifier les démarches administratives et qu'elle va aussi permettre de réduire les temps d'attente, avec 57% des questions basiques sans attendre un médecin. Par contre, effectivement, 36% pense qu'elle ne peut pas remplacer un médecin en l'absence d'un professionnel disponible dans un désert médical. Donc là, effectivement, c'est pas parfait l'IA. Et quelles conditions pour démocratiser l'IA ? Quand même, 7 Français sur 10 souhaitent que l'IA soit intégrée directement au cursus scolaire. Donc là, la question éducative est très forte, avec des priorités, que les données personnelles soient bien protégées, que la décision finale d'un acte important soit toujours prise par un humain et que l'on lutte contre les effets pervers et les usages négatifs de l'IA. 42% finalement des Français envisagent d'utiliser l'IA lors des élections présidentielles, comme je vous disais, 68% chez les 18-34 ans, donc c'est quand même énorme pour se renseigner sur les programmes, évaluer les propositions. Alors je vous propose de réagir par rapport à ce sondage. Donc à la fois enthousiasme et inquiétude, à la fois sentiment peut-être d'être dépassé ou en tout cas d'être acteur pour certains. Impact sur l'emploi, est-ce que ces résultats vous surprennent ? Qui veut réagir ? Je trouve que ces résultats sont, avec le recul terrain que je peux avoir auprès des TPE, PME, associations, je trouve que ces chiffres sont assez parlants et sont plutôt en corrélation avec ce qu'on retrouve sur le terrain, où en effet on voit une adoption sur les 18 derniers mois qui commence à être assez, en tout cas de plus en plus forte, une vraie accélération, un peu en exponentielle je dirais, de la part des structures en tout cas qu'on accompagne avec chapitre 1, où on voit qu'on passait il y a 18 mois de juste oui j'ai entendu parler mais j'ai pas forcément testé, ou un petit wow effect quand on fait des tests, à aujourd'hui de plus en plus de structures qui se posent la question de comment concrètement on peut implémenter ces différentes solutions dans nos entreprises et dans nos structures. Donc pas vraiment étonné. Plus sur le cursus scolaire, mais ça c'est peut-être Christophe qui pourra plus répondre à ce sujet. Sur l'intégration, en tout cas, c'est une vraie interrogation. On l'a eu au grand sommet de vendredi. Mais pour ce qui est de l'université, si je reste sur mon domaine, nous aussi, on a mené des enquêtes pour savoir globalement comment l'IA, alors générative, là aussi, il faudrait peut-être revenir sur l'enjeu, c'est l'IA générative qui a finalement été le point déclencheur. Nos enquêtes ont montré qu'on est à peu près sur les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'il y a une adoption généralisée des outils, mais on a quand même une partie, que ce soit des enseignants, notamment, qui sont, je dirais, non pas en crainte, mais qui sont parfois sur du rejet. Vous avez peut-être vu, il y a eu une pétition d'ailleurs, 2800 enseignants en France qui ont signé contre l'IA dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, donc il y a une petite marge, je dirais, d'enseignants qui ne proposent pas forcément le recours à l'IA. Après, l'essentiel de nos personnels, si cette fois j'élargis au-delà des enseignants, on a le personnel administratif aussi, qui utilisent, et un des éléments qui a été évoqué depuis ces 2 derniers jours, c'est le shadow IA, le fait d'utiliser de l'IA finalement sans trop le dire. Donc oui, ça s'est généralisé de ce point de vue-là, on retrouve le même enjeu. Sur le cursus, je pense qu'on y reviendra, c'est une vraie interrogation. Faut-il intégrer dans nos formations la logique de l'IA en tant qu'élément utile à la formation ? Parce qu'après, évidemment, on a des recherches sur l'IA, on a des dispositifs pédagogiques qui utilisent l'IA, qui évoluent dans leur logique. Mais pour autant, est-ce qu'il faut que toutes les formations du LIL soient tournées vers une intégration de l'IA ? Ça mérite encore discussion. Enfin, on y reviendra, je pense, tout à l'heure, mais voilà, ça mérite discussion. Mais oui, le sujet est partout. Merci Christophe. Isabelle ? Alors moi, je vais intervenir pas que sur la partie formation, mais aussi conseil dans les parties ressources humaines, où on se rend compte aujourd'hui que sur le marché du travail, c'est près de 42% de personnes qui ont peur de l'IA par rapport et j'en parlerai après, par rapport à ce statut de se dire, est-ce que l'IA ne va pas me remplacer à mon poste plus tard ? Donc on a vraiment une notion d'angoisse, d'anxiété par rapport à ça, et d'où l'accompagnement qu'on doit faire aujourd'hui auprès des salariés, même des dirigeants,
Et comme tu disais, ça touche toutes les tranches de la population, aussi bien de l'ouvrier dans l'usine jusqu'au manager, voire les grands managers en CODIR, COMEX. Tout le monde est impacté par l'IA aujourd'hui. Ok, donc tout le monde est impacté, tous les métiers. Thomas, de ton côté? Ouais, j'ai eu mon micro. Côté business, en fait, nous, ce qu'on remarque, on a l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on voit les Français qui se connectent pour acheter, qui font des recherches de plus en plus pour acheter des produits directement avec les LLM, avec l'IA générative, plutôt que de passer par Google, de passer par le site du distributeur directement. Ils vont beaucoup plus passer, enfin, on a une part très croissante de nos clients qui passent maintenant par ChatGPT, Claude, peu importe, par les LLM, et qui après arrivent sur notre site ou sur les sites de nos concurrents pour acheter le produit qui leur a été conseillé directement par l'IA. Donc ce changement, et ce qui est en très forte accélération là, sur les 6-8 derniers mois, on voit vraiment le changement d'habitude qui commence vraiment à prendre et qui se fait ressentir sur le business et qui oblige les entreprises du coup à prendre le pli et à être bien référencées sur les LLM et puis seulement sur Google maintenant. Oui, donc ça va très vite. Il y a un an, c'est vrai que si on avait eu cette table ronde, on s'était dit que ce serait possible, mais ce n'est pas forcément une réalité maintenant. Je dirais que de plus en plus de personnes, et en tant que consommateur, en tant qu'étudiant, en tant que personne en demande d'emploi, voilà, on commence à vraiment bien, en tout cas à utiliser l'IA. Après, on va voir si c'est bien. Alors, Isabelle, dans le recrutement, comment l'IA, ça transforme les pratiques de recrutement? Je sais qu'on a évoqué la question des CV lors de notre préparation. Quelles sont les nouvelles compétences? Voilà, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ce que tu voulais dire sur cet angle-là? Alors aujourd'hui, dans les RH, il y a vraiment 3 usages aujourd'hui de l'IA. La première partie, c'est d'abord tout ce qui est recrutement. Alors dans le recrutement, ça s'amplifie au niveau du tri de CV des candidats. Je pense que tout le monde a dû s'en rendre compte. C'est au niveau des rédactions des offres d'emploi, c'est-à-dire qu'on gagne un temps considérable à rédiger une annonce avec les bons mots-clés puisqu'on a des suggestions. Et c'est aussi tout ce qui va être sourcing de candidats. La recherche est vraiment accélérée. Ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, en termes de candidatures reçues, ça a été multiplié par 3 pour une même annonce aujourd'hui, avec l'IA. Donc on voit bien l'accélération, même en termes de candidature. Le deuxième usage, ça va être la formation. Alors la formation, justement, on en a déjà parlé un petit peu, c'est tout ce qui va être création très rapide de contenu pédagogique, mais aussi quelque chose qui est nouveau, c'est qu'on a une accélération de la personnalisation des formations, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire vraiment des parcours personnalisés par rapport à tel ou tel profil de candidat. Et enfin, le troisième élément, c'est tout ce qui est gestion de ressources humaines, où un peu comme dans tous les postes, on va accélérer la synthèse, les comptes rendus et l'analyse aussi grâce aux assistants IA de certaines candidatures. Donc en fait, si on veut résumer cette partie-là, c'est que l'IA, en fait, ne remplace pas les RH, mais on va dire diminue tout ce qui est tâches répétitives ou tâches qu'on peut automatiser. Donc de cette partie-là, c'est sûr que les compétences ont changé sur la partie RH. Et en même temps, il y a plus de candidatures. Et en même temps, il y en a plus. Donc il faut toujours accélérer, en fait. Voilà, on a une vraie évolution. Si on s'y met pas, on en reçoit plus. Donc là, l'IA, ça permet peut-être de réduire ou de mieux sélectionner. Voilà, aussi. Alors pas forcément mieux sélectionner, mais on va pouvoir avoir plus de candidatures et en même temps pouvoir retrouver justement ce qu'on appelle le candidat qui sera le plus en adéquation au regard de l'annonce et de l'offre d'emploi. Et alors, qu'est-ce que tu réponds justement à des candidats qui auraient peur justement de l'IA ou, comme tu disais, la peur d'être remplacés? Qu'est-ce que tu leur réponds? Oui, alors ça, c'est dans le cadre d'outplacement, puisque nous, on fait de l'outplacement individuel, mais aussi collectif, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle plan de sauvegarde de l'emploi, les GEPP, où là, on gère des emplois avec des vrais parcours professionnalisés au sein des organisations pour augmenter leurs compétences. Et aussi le troisième pilier, qui est la RCC, c'est les ruptures des conventions collectives aussi avec certaines entreprises. Donc on voit que le marché bouge beaucoup. Et donc par rapport à ça, c'est là qu'ils ressentent de plus en plus cette partie accompagnement. C'est mon emploi ne va plus exister, qu'est-ce que je vais devenir demain? Et donc c'est à nous de travailler avec les équipes de consultants sur tout ce qui va être
compétences transversales et je dirais même des compétences qu'on pourra permuter sur un autre métier demain, ce qu'on appelle les compétences transférables, mais aussi modifiables. Enfin, comment on va pouvoir accélérer cette nouvelle tendance, et c'est là qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de formation. Et est-ce que tu constates que l'usage de l'IA, savoir bien utiliser l'IA littératie devient également une compétence demandée, ou c'est pas encore forcément le cas? Alors aujourd'hui, de plus en plus, même l'ouvrier dans l'usine. C'est incroyable puisque dans certains accompagnements avec les consultants, on fait du personnalisé individuel, mais on fait aussi du collectif, c'est-à-dire que je mets en place des ateliers collectifs sur certaines thématiques. Et j'avoue que là, ce qui est très, très demandé, c'est les ateliers numériques et notamment l'IA. Et on a même des demandes très, très précises, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment s'adapter en disant « bah oui, mais moi, Excel, je crois que c'est dépassé. Qu'est-ce que vous me conseilleriez demain pour que je puisse être employable à un autre poste ?» Donc on a vraiment de plus en plus de demandes et on doit y répondre à ça. C'est vrai que ces étapes de transition sont des occasions justement de proposer des ateliers de formation sur l'IA qu'on n'aurait peut-être pas pu quand on était en poste. Voilà, en poste, ils disent toujours bah, « finalement, j'ai pas le temps ou j'y ai pas pensé ». Et là, ils se rendent compte que c'est peut-être le bon moment de profiter de cette transition professionnelle ou transition de carrière, voire reconversion pour certains. Ils se disent, puisque je suis accompagné, je vais en profiter, je vais prendre ce temps-là avec un bilan de compétences et qu'est-ce que je vais avoir besoin demain pour être employable sur le marché du travail. Donc pour eux, ils le prennent finalement comme une pause professionnelle pour mieux repartir et rebondir. Merci Isabelle. Alors Maximilien, toi, est-ce que ça fait combien de temps que tu es dans l'IA? Est-ce que c'était aussi une transition professionnelle que tu as fait? Comment tu es arrivé à accompagner sur l'IA? Ouais, du coup, d'un point de vue plus personnel, en effet, j'ai passé 15 ans dans la grande distribution, sur des postes de direction, un peu dans la partie grande distribution et un peu processus industriel. Mais c'était plus un souhait personnel de partir sur l'entrepreneuriat, et on va dire que je me suis rendu compte assez rapidement que je partais sur un projet entrepreneurial qui du coup utilisait beaucoup d'IA dans le quotidien. Donc je me suis formé à ça et je me suis rendu compte que comme tout entrepreneur, quand il lance son offre et qu'il la confronte au marché, il se rend compte que parfois il faut réussir à l'adapter. Et du coup, c'est là où il y a un peu plus d'1 an et demi, on a pivoté justement pour réussir à aller sur ce besoin qui était vraiment naissant de formation à l'IA, que ce soit pour sur des besoins personnels ou même des besoins professionnels. Donc c'est comme ça qu'on a pivoté et qu'on est arrivé sur nos accompagnements sur la partie IA. Ok, alors tu accompagnes des PME, des assos, des TPE, des organismes de formation peut-être. Voilà, qu'est-ce que tu constates, toi qui es connecté là, à ce terrain? Alors je vois que déjà dans les attentes, on a l'impression parfois d'être un peu dépassé avec tout ce qu'on peut entendre sur les nouveautés, les nouveaux modèles frontières, comme ils appellent, qui sortent quasi tous les mois, une course dessus. La réalité du terrain est que quand on va sonder un peu les personnes avant de faire ces accompagnements pour avoir vraiment une offre un peu sur mesure, on se rend compte que le niveau d'acculturation est plutôt faible, débutant. On est plutôt sur des moyennes entre 2 et 2,5 sur 5 sur de l'auto-évaluation avant la formation. Donc on se rend compte que les basiques sont importants à aborder. Et du coup, on se rend compte que aussi, en effet, quand dans le milieu associatif, TPE, PME, on n'a pas forcément les mêmes structures ou la même organisation qui permettent, par exemple dans les grandes entreprises comme Boulanger, d'accompagner le changement de manière structurée. Et donc souvent c'est selon le dirigeant, selon la disponibilité temps, parce que c'est ça vraiment en TPE-PME qui est criant, c'est la disponibilité. Donc selon le temps qui est consacré, la curiosité. Soit parfois on a la chance d'avoir un employé qui du coup l'utilise et qui montre une solution, un cas d'usage vraiment très concret et qui va du coup le pousser et ça va du coup faire un peu le déclic auprès du dirigeant. Soit à l'inverse, on a un dirigeant qu'il faut réussir à convaincre, à sensibiliser, à acculturer, souvent en lui montrant du très concret. C'est ce qu'attendent justement ce type de professionnels pour réussir à leur dire ok, il faut enclencher le pas, donc sensibiliser et après commencer à passer à de la formation. Et également un des sujets qui est assez intéressant, c'est dans les équipes comme ça, dans les petites structures, on voit que assez rapidement, certaines personnes embrassent la technologie, se l'approprient assez rapidement, et du coup
un décalage se forme entre, parfois je vois des codir avec des niveaux très hétérogènes de personnes qui sont du coup bien sensibilisées, qui l'utilisent, et d'autres qui ne l'ont pas utilisé. Et du coup, par peur de montrer une faiblesse, entre guillemets, d'être en décalage, on voit des freins qui se créent parfois pendant des codires, et du coup, ça, in fine, ça fait ralentir l'activité de l'entreprise. Et donc, il y a un besoin justement de former pour réussir à remettre, entre guillemets, tout le monde un peu au même niveau sur des basiques, plus ou moins, selon le besoin, pour réussir à ce que la dynamique soit prise par tout le monde dans l'entreprise. Voilà, donc c'est de la conduite du changement et d'embarquer tout le monde et pas laisser sur le bord du chemin certains collaborateurs. Ouais, c'est vraiment un sujet organisationnel et même il y a un cas concret qui était assez intéressant lors d'une formation où j'avais du coup toute l'équipe d'un club sportif, c'était une asso, où en fait la directrice me disait que donc il y avait un de ses employés qui partait bientôt à la retraite d'ici à 2 ans, et elle se rendait compte au bout des 2 jours de formation que en fait elle avait besoin d'y aller parce qu'elle savait pertinemment que les tâches que réalisait la personne qui partait à la retraite étaient des tâches qui étaient quand même assez répétitives, administratives, qui apportaient peu de valeur ajoutée, donc qui n'étaient pas forcément très attractives en termes d'emploi ou de job à poster. Et elle se disait que déjà, rien que pour lui, il faut qu'on le fasse, mais également surtout pour la future personne qui va arriver et que je vais recruter, il faut que j'ai un poste qui soit quand même attractif, qui soit intéressant, et donc il faut qu'on arrive à automatiser ces tâches qui apportent peu de valeur ajoutée et qui sont facilement réalisables par de l'IA. Et donc ils commencent à 2,5 sur 5 et à la fin, ils arrivent à combien ? Alors là, pour l'instant, ça se fait dans le temps, hein, justement, l'évaluation post-formation, mais il y a un vrai changement, en tout cas, sur notamment la fameuse maîtrise du prompt, hein, qui est quand même un basique pour tous. Hein. Donc il y a un vrai avant-après sur les 2 jours où on arrive avec une pédagogie assez crescendo, où on essaie d'emmener justement tout le monde pour ne laisser personne sur le côté. Et donc il y a un vrai avant-après sur en effet l'outil que j'utilisais pour poser des questions assez basiques. Et après, au bout des 2 jours, on se rend compte qu'en effet, il y a besoin de beaucoup de contexte pour que du coup, elle comprenne bien ce que je souhaite et que c'est pas la réponse qui est mauvaise, c'est la question qu'il était au début qui était pas bonne. Donc voilà. Donc 2 jours de formation pour se former à l'IA et embarquer tout le monde. Ouais, c'est ça. Bon, parfait. Alors maintenant, on va passer chez Boulanger. Donc là, une autre échelle. Hein. Forcément, tu vas nous rappeler, Thomas, combien il y a de collaborateurs chez Boulanger, mais forcément, c'est une très grande entreprise. Comment se passe cette conduite du changement, cette intégration de l'IA, et qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'intégrer, le diffuser ? J'ai mon micro. Boulanger, c'est 9000 collaborateurs. Et en fait, tu parlais tout à l'heure de Shadow IA, mais c'est un peu ce qui s'est passé au début. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde utilisait un petit peu ChatGPT, Gemini ou autre, et sans spécialement avoir de maîtrise des données, de ne pas trop savoir ce qui était partagé ou pas. Et donc, on a la chance d'avoir une super équipe data à Boulanger, et qui avait... Alors, en fait, on a une structure qui est top-down et bottom-up. Je vais expliquer, c'est que le top-down, on a une équipe qui est directement sous le codir, qui échange avec le codir sur la stratégie, etc., et qui va mettre en place les grandes actions autour de l'IA et autres, mais de mettre en place la data dans l'entreprise, la sécuriser, adapter nos modèles, on en parlait tout à l'heure, au changement de culture et autres, au changement du marché, comment nos clients arrivent chez nous, mais aussi comment on fait vivre l'IA dans l'entreprise. Et là, ça s'est mis en place un peu différemment, c'est-à-dire, le premier truc, c'était de mettre en place des outils. Alors nous, on utilise la suite Google, donc c'était mettre en place Gemini finalement aux 9000 collaborateurs. Et après, derrière, comment on fait pour embarquer tous ces collaborateurs, même des collaborateurs qui gèrent des stocks, qui sont en magasin, qui, à première vue, on pourrait penser qu'ils n'ont pas forcément besoin de l'IA. Et ce qu'on a mis en place, c'est un système d'ambassadeurs IA, ce qui fait que chaque collaborateur, peu importe où il a des représentations dans sa direction qui savent utiliser l'IA, qui ont été formés, qui sont là aussi pour former, pour passer la bonne parole. Et on a même mis en place des outils d'IA, notamment pour nos vendeurs en magasin, qui vont les accompagner pour mieux réussir une vente, mieux faire une vente. Et donc ils discutent avec un LLM, mais qui leur parle, et des choses qu'ils n'auraient peut-être pas osé faire avec un client, de proposer tel service ou autre, mais là ils vont pouvoir s'entraîner à le faire avec l'IA et avoir un feedback très complet derrière. Et donc tout ça, ça nous a permis de faire émerger au final plein de petits projets, de faire émerger des choses qu'on n'aurait jamais pu voir
avec une approche top-down. Et donc, et tout ça, en fait, les ambassadeurs IA vont avoir la mission de rassembler tous les agents, de passer les bonnes informations, de passer les bonnes formations, les bonnes pratiques, pour après faire remonter. Et puis les agents qui sont le plus utilisés, finalement, comment on les améliore ensemble et on les diffuse dans l'ensemble de l'entreprise. Donc, ok, donc ce système d'ambassadeurs IA, donc toi tu en es un. Oui. Ok, donc tu as été formé, tu conseilles tes collègues, c'est ça? Exactement. Ça passe par des sessions régulières de formation, des échanges entre nous, partager les cas d'usage, les travailler ensemble pour pouvoir justement créer ces automatisations, créer ces avantages qui permettent d'aller plus vite, d'être plus efficace, etc. Et tout ça, en fait, moi ce que je trouve incroyable, c'est que ça a été diffusé à l'ensemble de l'entreprise. Et on pourrait penser que c'est plutôt les sièges des entreprises qui vont en bénéficier. Et finalement, quand je vois ce qui est fait par les magasins, ce qui est fait dans les entrepôts, etc., en fait, on arrive sur des cas d'usage où ils doivent faire des reportings. Et en fait, moi, j'ai un cas près de chez moi qui était dans l'équipe que j'anime, où on a un collaborateur qui peut passer 3 à 4 heures à faire son reporting le lundi matin sur toutes les ventes de la semaine précédente, sur qu'est-ce qui a marché, pas marché, les ruptures, etc. etc. On a travaillé tout l'automatisation qui va bien, et à 8 heures le lundi matin, maintenant, il a son rapport qui est déjà fait. Et donc là, on lui a fait gagner 4 heures dans sa journée, et on peut le dupliquer du coup pour toutes les autres équipes, et ça, c'est juste dingue. Alors, donc du partage de bonnes pratiques, de cas d'usage, et donc vous avez aussi du temps consacré pour ça. Oui, complètement. Complètement. D'ailleurs, là, on est en plein dans le mois de la data à Boulanger, où on a, je sais plus, on doit avoir 6 ou 7 conférences, des formations pour tous ceux qui le souhaitent. Vraiment, c'est assez riche. Et on se voit, nous, à minima une fois par mois, pour discuter des cas d'usage, pouvoir rebondir dessus, se les passer et les enrichir, etc. Et faire vivre ça dans l'ensemble de l'entreprise. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un cadre d'usage qui a été aussi défini en termes de bonnes pratiques. Ouais. Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, alors il y a des bonnes pratiques qui sont partagées justement par les ambassadeurs IA. Il y a les outils qui ont été mis à disposition des collaborateurs. C'est-à-dire que avant qu'on mette en place ces outils-là, en fait, naturellement, on avait des collaborateurs qui utilisaient ChatGPT, qui utilisaient leurs outils perso finalement, et on ne pouvait pas trop traquer la data qui était partagée, et du coup, ce qui pouvait se retrouver pour alimenter les LLM dans le futur. Et donc là, le fait d'avoir nos propres licences entreprises, de les diffuser massivement à l'ensemble des collaborateurs, ça nous permet aussi de s'assurer que les datas plus confidentielles ne seront pas partagées à des LLM et qui ne pourraient pas se retrouver dans les futures réponses de ces LLM. Ouais, donc, lors du sommet européen de l'IA, il y avait Barthélémy Guilin, président de l'AFM, qui justement partageait sur le fait qu'il y avait des chartes dans chacun des groupes de la famille Mullier pour aussi un peu encadrer l'usage et que la responsabilité restait quand même humaine dans tous les cas. Complètement. Ouais. Okay. Bon, merci Thomas pour ce partage. Alors, on va passer à Christophe, à l'Université de Lille. Hein. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous mettez en place pour déployer justement l'IA à la fois enseignants, élèves? Alors, c'est un peu les mêmes enjeux, je dirais, que Boulanger. Je reprendrai la taille aussi pour contextualiser quand même. Hein. L'Université de Lille, c'est 8000 personnels. Donc, si on essaye de comparer, voilà, c'est quand même une structure qui, de ce point de vue-là, est relativement importante. 80 000 étudiants. Donc, voilà, si on pose un peu les enjeux, donc forcément, ça montre aussi que les besoins sont quand même importants et volumineux. Alors, on a essayé, je dirais, d'avoir des principes de départ avant d'arriver sur l'enjeu, et puis d'avoir finalement l'élément clé qui était le pragmatisme. Comment on allait faire pour arriver à intégrer au sein d'une structure de ce type-là la problématique que commence à poser, ou qu'a commencé à poser les IA génératives 2022-2023, le temps que les choses se mettent en place. Alors, si je résume aujourd'hui, dans nos 3 secteurs, on a le métier de l'administration, les métiers de l'enseignement recherche, finalement, je dirais, de ce point de vue-là, enfin l'enseignement pédagogie, puis la recherche à côté. Finalement, on a quand même pris un premier axe qui était, on va mettre des chartes d'usage. Et on a pour l'instant 3 chartes d'usage, finalement, parce que c'est assez différent de vouloir cadrer la partie métier enseignement, partie métier administratif, partie recherche. Donc là, ça y est, nos éléments sont arrivés. Et avec une particularité qui est ressortie après, on n'avait pas pensé comme ça initialement, c'était que sur les cas d'usage,
on allait avoir une difficulté au sein de l'établissement si on cherchait à être trop précis dans le cadrage de l'établissement, au niveau universitaire finalement. Parce qu'en matière de pédagogie, il y a des diversités très grandes selon les disciplines. Et que du coup, si je prends mes collègues en mathématiques ou en informatique, on ne va pas leur dire qu'il ne faut pas utiliser l'IA, enfin, ça n'aurait pas de sens. On peut l'utiliser, mais avec quel cas d'usage. Et en revanche, si on prend les collègues qui sont plutôt, par exemple, en traduction, là, c'est complètement différent. Là, en revanche, l'IA, pour l'instant, oui, dans certains cas, mais sinon, on interdit. Donc, on a montré que les cas d'usage, il fallait descendre au niveau de granularité le plus fin, finalement. Donc, les composantes, les formations. Et au niveau de la recherche, ça a été un peu le même enjeu. Alors, je laisse de côté le volet où on a des laboratoires qui travaillent sur les IA, Crystal et autres. Ça, c'est un enjeu. C'est l'usage des IA dans la problématique de la recherche. Et là, on essaye aussi de cadrer en se rendant compte que finalement, c'est un peu le même enjeu. C'est plutôt du côté des unités de recherche que véritablement il y a une pratique, sachant pour un point qui est très particulier quand même aussi dans notre domaine, c'est qu'on a des cadrages qui sont de la part des éditeurs. Et les éditeurs aujourd'hui des articles vous disent attention, moi dans mon domaine et moi dans mon édition, l'usage de l'IA c'est comme ça ou pas comme ça. Et donc du coup on est obligé aussi de tenir compte de ces éléments-là sur le volet recherche. Alors sur le volet pédagogie, puisque c'est parfois le plus intéressant, puis je vois des représentants sur les questions d'évaluation des copies, le point clé du moment, la discussion du moment, c'est la problématique des évaluations. Alors, des évaluations des étudiants, et l'élément que je laisserai un peu de côté, c'est est-ce que les étudiants ils trichent ou pas au moment des examens avec l'IA. Bon, c'est un des sujets, on essaye de trouver des solutions, je vous dirai peut-être après jusqu'à quoi ça nous amène, même si je pense que ce n'est pas la bonne idée. En revanche, on est vraiment dans une grosse réflexion, on n'est pas les seuls, hein, je dirais, c'est tous les établissements, sur c'est quoi évaluer les étudiants aujourd'hui à l'ère de l'IA. Bon, voilà. Mais ça peut être à tous les niveaux. Hein. C'est le projet qui est financé par la Fondation sur Doctoria, c'est quoi écrire sa thèse aujourd'hui à l'ère de l'IA, parce que finalement, pourquoi pas. Et l'autre projet qu'on a, c'est tous les autres écrits, finalement académiques des étudiants. Et on voit les pistes qui commencent à apparaître. On a déjà des groupes de travail qui sont là depuis un certain temps. Les pistes commencent à apparaître, mais ça soulève vraiment des difficultés. Je donnerai la piste qui est assez classique dès le départ et qui montre que ce n'est pas la bonne. Hein. Ça a été de dire, bah oui, non, mais aujourd'hui, on ne sait plus comment leur demander de faire un mémoire, parce que finalement, le mémoire, ils vont demander à une IA de le faire et puis ils auront leur mémoire. Et on aura des difficultés d'ailleurs de se rendre compte s'ils ont utilisé une IA, parce que c'est compliqué aussi de le savoir finalement. Et donc la réponse, elle est simple, c'est on supprime le mémoire et puis on fait un oral. Oui, alors tout à l'heure, on parlait compétences. Bon, ben là, on a un vrai problème quand même. Je veux dire que quand vous faites un mémoire ou un oral, ce n'est pas du tout les mêmes compétences que vous allez évaluer. Donc, il faut là aussi qu'on soit clair sur cet enjeu-là. Donc, ce n'est pas une bonne piste, en tout cas de remplacement. C'est une piste en l'occurrence. Et puis, on a d'autres logiques sur, aujourd'hui, l'une des pistes qui apparaît la plus significative, c'est d'une évaluation d'un process, finalement, et pas de l'objet final. On est depuis très longtemps sur l'objet final, la copie ou le mémoire. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voulait vraiment évaluer ? Et en fait, ce qu'on veut peut-être évaluer, c'est depuis le début. L'étudiant qui travaille sur un sujet, il travaille comment, avec quoi, et dans ce cadre-là, l'intégration de l'IA pose beaucoup moins de problèmes. C'est-à-dire qu'on demande à un étudiant, y compris de faire sa veille bibliographique avec une IA, pourquoi pas ? Je veux dire, ça ne présente pas forcément le même problème. Après qu'il vérifie que ce ne soit pas une hallucination et complètement faux, évidemment. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Donc on est plutôt sur ce gros travail-là. Il y a un point qui a été évoqué, je suis obligé d'en dire un mot parce qu'on a une particularité. C'est que dès le départ, comme je vous disais, on a mis des principes. Les principes, c'était on ne prendra pas les IA des gamins, ou on les appelle comme on veut aujourd'hui, on ne prendra pas. Donc on ne prendra pas Gemini, on ne prendra pas Copilot, on ne prendra pas ChatGPT. Il nous faut une IA souveraine. Bon, ça peut se discuter, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc c'est Mistral, on va dire. Voilà. Globalement, c'est Mistral. Pour l'instant, on la teste, mais on ne l'a pas en tant qu'outil pour les 8000 personnels. Évidemment, c'est le vrai enjeu. On nous dit aujourd'hui, mais comment je fais, moi, si je veux travailler, voilà, dans mon activité, je ne sais pas, je produis un rapport, je n'ai pas d'IA au sens strict du terme parce qu'on ne l'a pas proposé. Et ça, c'est un des vrais problèmes que pour l'instant, on rencontre. Donc là, on a des expérimentations en cours. D'autres collègues utilisent ILAS, qui est un consortium de 15 établissements universitaires qui essayent de faire en commun des outils communs qui échappent à tout l'enjeu, je dirais, de sortie des données, de sécurité des données. Mais ça demande des moyens qui sont quand même limités. Et pour l'instant, c'est vrai que honnêtement, on ne citera pas les noms, peu importe, certains ont fait d'autres choix. Un établissement aujourd'hui qui choisit parfois une suite type Google Gemini, c'est pas si cher que ça, et il a directement l'intégralité des éléments. Mais avec Google Gemini. Voilà, donc ce n'était pas du tout notre position, mais en même temps, ça nous pose un certain nombre de difficultés pour mettre en œuvre cet élément-là. Et pour proposer à 80 000 étudiants, c'est quoi l'outil d'IA générative au sein du livre ? Il n'y en a pas. Je veux dire qu'on n'a pas un outil aujourd'hui qui pourrait servir à 80 000 étudiants. On essaye de cadrer, mais en même temps, on a des formations et des étudiants qui ont besoin de se former sur des IA qui vont être utilisées chez l'employeur demain. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Voilà, c'est un peu la complexité. La question n'est pas simple. Et aussi Ragaren, peut-être ? Oui, alors voilà, c'est en fait le groupement ILAS. ILAS, donc ces 15 établissements, s'appuient sur un point de départ qui était l'Université de Rennes,
qui a développé un RAG, voilà, une base de données qui permet de sécuriser. Et à partir de cette base de données et des 10 serveurs qu'on a mis en commun, comme ça, ce qui permet d'utiliser le serveur, si X ne l'utilise pas, nous on peut l'utiliser. Donc on gagne le temps d'usage des serveurs. On a ces 15 établissements qui développent des API derrière en disant moi j'ai besoin de ça, je vais développer ça, moi j'ai besoin de ça. Et l'idée c'est qu'après chacun puisse avoir accès en mutualisant ce qu'a développé le collègue dans tel établissement. Mais je donne juste un exemple. Parfois, on a quand même des capacités, encore une fois, qui sont un peu limitées. Récemment, une université parisienne nous dit « Ah ben moi, je suis intéressé, je veux bien rentrer dans les dispositifs. Ok, je voudrais donner accès à mes 8000 personnels d'un coup. » Voilà, l'accès à 8000 personnes d'un coup, en termes de charge, parfois, voilà, on n'est pas encore sur des moyens qui sont parfois suffisants. Donc, on espère que l'année 26 se terminera avec un petit peu plus de marge, mais voilà, c'est en cours. Très bien. Ça arrive. Alors, juste un point quand même, vas-y. parce que quand même, je parlerai du Lille, on développe quelques outils internes. Voilà, donc là, on a un outil de transcription, tout à l'heure on en parlait, on a 2 chatbots très, très ciblés pour la SCOL et les étudiants, un chatbot pour le volet GLPI informatique, et puis, si tout se passe bien, fin d'année 26, un chatbot un peu généraliste pour ULIL, pour travailler que sur les éléments internes, pour les personnels. Côté étudiant, je reconnais que pour l'instant, c'est compliqué. C'est vrai qu'après, il y a des outils spécialisés sur tel et tel domaine. Je pense notamment là, au projet RVRC sur la relation client, par exemple, qui est développé avec les labos. Donc voilà, un chatbot vraiment spécialisé pour s'entraîner à la relation client. Donc là, voilà, il y a plein d'initiatives, mais c'est vrai que la base, le LLM, l'infrastructure, comme nous dit là Antoine Besnéard dans le chat, l'enjeu de la sécurité des données de recherche est crucial pour l'université. On ne le mesure pas encore assez. Oui, alors je salue Antoine d'ailleurs, parce qu'il est en vidéo. La sécurité, c'est un des éléments importants. D'une part, les données, en effet. Les données, une université, mais comme toute structure, des données personnelles en nombre. Et puis, si vous suivez l'actualité, aujourd'hui, l'ensemble des structures, quelles qu'elles soient publiques ou privées, sont l'objet d'attaques permanentes. Donc, c'est vraiment un des enjeux en ce moment, la cybersécurité. Je donnerai quand même qu'un chiffre. Pour l'Université de Lille, la cybersécurité, pour à peu près être sûr qu'il ne se passe rien, c'est 700 000 € par an. Voilà. Et oui, donc des ça nouveaux coûte coûts. pour essayer de faire en sorte qu'on ait une protection de données, 700 000 € par an. Voilà, sur un budget qui fait 500 et quelques millions, mais quand même, enfin, je veux dire, budget général pour payer l'ensemble, 700 000 € sur la cybersécurité, si on veut être sûr que globalement, il n'y a pas de problème. Alors après, je ne dis pas que ça ne peut jamais arriver, quelqu'un qui clique sur un truc qu'il ne faut pas, mais c'est essentiellement ça d'ailleurs les problèmes, mais quand ça arrive. Bon, voilà. Merci Christophe. On va passer là au dernier sujet qui était les nouvelles compétences. Voilà, si vous deviez citer les principales compétences à l'ère de l'IA, qu'est-ce que ce serait? Et puis si vous aviez 3 heures pour former quelqu'un, qu'est-ce que vous le formerez en priorité? Sur quoi? Alors en termes de nouvelles compétences, ce que moi je vois beaucoup pendant les formations, justement pendant la pratique, c'est 2 notions. Le premier, c'est avoir ou développer ou garder un esprit critique dans la manière de travailler avec l'IA. Donc toujours vérifier les informations. On est toujours responsable des actions, en tout cas de ce qu'on fait, de ce qu'on sort comme output de la part de l'IA. Et le deuxième qui est tout aussi important, c'est la capacité à avoir une pensée plus structurée dans sa manière de travailler au quotidien. Je repense à un des derniers accompagnements où en effet les personnes ressortaient de ça en me disant en fait souvent on entend que l'IA rend plus bête ou autre, mais en fait elle au sortir des 2 jours, elle me disait que en fait elle voyait la chose différemment du coup quand elle chattait avec ces différents chatbots, où elle se disait il faut que j'arrive à bien déjà avant réfléchir à comment je veux passer mon message, être sûr que du coup je n'oublie aucune information, que je transmette les bonnes informations pour être sûr que du coup le retour soit de la même qualité que ce que je donne en entrée. Et donc ça il y a un vrai changement sur justement le fait d'avoir vraiment une pensée structurée. Ça pousse à mieux expliquer les choses, à mieux interpréter et donner et passer son message. Donc esprit critique, pensée structurée. Isabelle, autres compétences? Ouais, alors les autres compétences, moi je dirais que ce qu'on recherche aujourd'hui chez les candidats, ça va être une capacité d'adaptation. C'est vraiment ce qui est recherché aujourd'hui, c'est-à-dire que dans son futur poste, comment il va s'adapter, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter au sein d'une équipe. Et quelque chose qui est très très important et qu'on met en avant aujourd'hui, c'est la créativité. L'innovation, c'est le maître mot. Et nous, chez Améry, justement, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler, tant la partie conseil que la partie formation,
avec toutes les équipes terrain sur toute la région, c'est comment innover et donc se mettre en groupe de travail et comment mutualiser avec justement des bonnes pratiques et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ressortir. Donc c'est là que vraiment toute la notion de créativité pour apporter de la valeur ajoutée est très importante. Et sur le côté conseil, c'est vraiment embarquer les candidats vers s'adapter à leur futur poste et comment on peut les accompagner au mieux. Donc, très bien. Donc, pensée structurée, esprit critique, créativité et adaptabilité. Thomas, J'allais dire exactement la même chose que Maximilien. si tu devais en citer 2 autres. C'est là où ça devient compliqué. Mais sur la partie... en fait, esprit critique notamment, on voit de plus en plus de choses quand on est en ligne aujourd'hui qui, pour une bonne partie, ont été générées par IA, qui peuvent être vraies ou pas. Et avoir cet esprit critique de se dire, est-ce que ce que je suis en train de regarder est quelque chose qui est vrai, qui est vraiment arrivé? Est-ce que je peux le contrôler? Est-ce que ce qu'on me dit, c'est la réalité? Pour moi, c'est une première qualité qui va être ultra importante pour nous et pour les futures générations. Et le deuxième, cette capacité à s'organiser soi, à organiser ses pensées et du coup à transposer ça à la machine, à l'IA. Et se dire, si je fais un prompt qui est un peu plus structuré et que derrière, moi ce que j'aime bien faire, c'est demander à l'IA comment je dois lui demander pour avoir quelque chose d'un peu plus construit. Mais structurer sa pensée pour avoir ce qu'on veut à la fin. Parce que, et je pense que c'est ce que tu dois apprendre aussi un peu en formation, Maximilien, c'est que les prompts que tout le monde fait peuvent être un peu basiques au départ. Et en fait, plus on va utiliser, plus on va se rendre compte qu'on est capable d'avoir des choses de plus en plus complets et si c'est bien demandé. Et au final, une mauvaise question amène souvent une réponse un peu moyenne. Ok, donc toujours esprit critique et pensée structurée. Ouais. Toi, Christophe? Je veux forcément confirmer sur ces éléments-là. Je ne peux pas dire autre chose que l'esprit critique quand on voit ce qui se passe un peu dans le monde entier sur l'analyse des éléments, prendre du recul, savoir raisonner quand même. En fait, ce n'est pas des nouvelles... c'est pas des nouveautés, je veux dire, c'est toujours ce qu'on a fait et les fondamentaux, ils doivent être là. Pour moi, la vraie nouveauté, s'il y a une compétence nouvelle, c'est qu'au-delà de savoir ça, donc pour nos étudiants, si on prend le cas, il faut en plus qu'ils sachent utiliser l'IA. Voilà. Moi, si je prends le domaine dans lequel, parce que de formation, je suis juriste, et on fait une veille sur l'évolution du métier de juriste, et notamment d'assistant ou de juriste junior, c'est pas la disparition du juriste junior. Le nouveau juriste junior, il doit savoir le fond, comme d'habitude, l'esprit critique, l'analyse, le raisonnement, parce que l'IA ne raisonne pas, elle raisonne pas, elle fait des choses mais elle ne raisonne pas. En revanche, si vraiment il veut apporter une plus-value, c'est parce qu'il sait utiliser l'IA sur les outils, sur sa matière juridique, il peut aller plus loin. Et ce qu'on attend d'un juriste junior, c'est qu'il soit quasiment au niveau, alors non pas du senior, mais que grâce à l'IA, ça lui permette d'aller plus loin. Alors ça, c'est une vraie compétence. C'est probablement la plus grosse difficulté qu'on a dans nos formations, c'est non pas de faire les fondamentaux, parce que ça, les fondamentaux, on sait le faire, c'est à côté et en même temps que les fondamentaux, que l'étudiant qui sort diplômé sache se servir de l'IA dans son domaine. Et ça, c'est pas si évident que ça selon les disciplines, en effet. Bon, il y en a qui sont habitués, encore une fois, en informatique, ils n'ont pas le souci, mais si on prend d'autres disciplines, si on prend la mienne, le juriste de 2026, pour l'instant, il a encore un peu de mal à sortir en sachant vraiment se servir d'une IA comme il faut dans le domaine juridique. Alors s'il faut prompter 2 secondes, oui, d'accord, mais se servir vraiment comme il faut d'une IA sur le domaine juridique. Et ça, c'est le vrai enjeu. Et ça, on verra si nos juristes ils vont sortir de 2026 à 2030 Université Libre. Il faut qu'en 2030, ils sachent quand même utiliser une IA. Alors, je serais pas forcément sur le prompt. On en parlait hier, c'était sur d'autres réunions. Aujourd'hui, c'est les agents qui promptent. Enfin, c'est savoir se servir des agents pour avoir les bons prompts et avoir les bonnes... Et ça, pour l'instant, c'est vrai que ça, pour moi, c'est vraiment la nouvelle compétence, à côté des fondamentaux qu'on doit avoir. Enfin, mais effectivement, ça peut être une réponse justement aux cabinets d'avocats ou d'autres entreprises qui ne veulent plus recruter de juniors parce que justement l'IA peut faire ce travail, alors que si on a des juniors qui justement peuvent faire upscaler leurs compétences grâce à l'IA, là ça peut être une réponse justement à ça. Ouais. Moi, je vais rebondir justement sur le côté IA juridique, puisque nous aussi dans les RH, on travaille avec des cabinets d'avocats, avec le Code du travail, et comment nous on peut répondre aux consultants terrain très rapidement par rapport à une demande sur des accords qui ont été signés. Et c'est justement ce qu'on recherche, aller chercher les outils qui vont permettre d'aller justement répondre, on va dire, de manière plus structurée, puisqu'on parlait d'esprit critique, mais aussi d'aller plus vite, plus rapidement dans les réponses sur certains candidats pour certaines candidatures et par rapport à leurs problématiques. Donc c'est exactement ce qu'on disait.
C'est effectivement, c'est le bon outil au bon moment, au bon endroit qu'on doit offrir, nous, à nos équipes de consultants. Ok, très bien. Il nous reste une quinzaine de minutes. Est-ce que voilà, certains dans la salle ou en visio, vous avez des questions tout simplement à poser à nos invités? Oui, monsieur, je vais vous passer. Claude, justement, un beau nom. Beaucoup de succès en ce Merci moment. beaucoup. Merci d'être là, d'être présent pour cette aventure. Claude Vaillant, donc moi j'accompagne les PME dans l'adoption de l'IA, les bonnes pratiques, la sécurisation des usages, la pédagogie. Beaucoup à faire. On veut tous conduire une voiture de sport aujourd'hui pour pas citer de marque. On ne sait pas comment fonctionne un moteur 4 temps. C'est une vraie réalité. Si on ne comprend pas bien un outil, on ne peut forcément pas bien l'utiliser. J'avais une question pour Isabelle et pour Thomas. Isabelle et Thomas, aujourd'hui, je pense que vous avez adopté et travaillé sur l'IA Act, que vous avez mis en place des choses, parce que ce n'est pas aujourd'hui une obligation, mais c'est une prévention, et demain, il va falloir quand même y faire très attention, notamment concernant notre hygiène numérique. Est-ce qu'au niveau du RH, vous avez mis en place quelque chose pour éviter les discriminations ou autres? Ça peut se poser aussi comme question. Et Thomas, sur ce que vous avez mis en place pour vos collaborateurs, notamment Gemini, est-ce que c'est un LLM que vous avez mis offline, où vous êtes sûr que rien ne va transpirer? Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que ça aspire les informations. Il faut faire attention, il faut travailler le plus possible en vase clos. Qu'est-ce que vous avez opté comme solution avec Gemini pour protéger, sécuriser vos données? Je vais commencer. Alors oui, évidemment, en fait, le premier problème qu'on pouvait rencontrer à la sortie de ChatGPT, c'était que nos collaborateurs utilisaient ChatGPT, rentraient des infos ultra confidentielles dedans, qui étaient aspirées par le modèle et qui pouvaient être recrachées pour une autre réponse par la suite. Et donc, alors on était déjà utilisateurs de la suite Google pour nos mails, nos suites bureautiques, etc. Et on est passé à Gemini avec une licence qui nous assure que toutes les informations qui vont être rentrées par des employés boulangers ne seront pas utilisées pour entraîner les modèles. Alors, encore une fois, moi je vais avoir un rôle ici plus d'utilisateur, d'ambassadeur. Ce n'est pas moi qui ai mis en place le contrat. Il y a peut-être des clauses plus restrictives encore, mais j'avoue ne pas les connaître. Là, ce sera plutôt les experts chez nous qui pourraient y répondre. Après, vous étiez déjà sur la suite Google avant. Oui, complètement. Donc en fait, je dirais IA ou pas, les données étaient déjà liées à la suite Google. Nous, c'est ce qu'on s'est posé aussi en tant qu'entreprise. On a tout sur notre Drive. On s'est posé la question, il faut sécuriser nos données avec l'IA, mais en fait, on avait déjà été sur ces solutions. Donc c'est vrai que effectivement, comme les contrats Microsoft ou les contrats Google, alors forcément quand c'est gratuit, c'est vous le produit, donc plus vous payez, plus vous êtes certain. Après, effectivement, vous n'êtes jamais garanti avec ces GAFAM, comme l'a précisé Christophe, que les données ne partent pas ailleurs. Isabelle, c'est exactement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est qu'au départ, forcément, on démarre tous avec des Google Drive et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on a notre propre cloud pour bien sécuriser et la partie conseil et la partie formation. Et après, tout ce qui est justement candidat, éviter les biais de discrimination ou même de confidentialité. On doit être très très vigilant à bien sécuriser tous les dossiers des candidats pour éviter toute fuite. Donc ça, c'est la priorité. Et ça fait partie justement de la certification Calliope aujourd'hui, puisqu'on est très très surveillé là-dessus. Et comment justement toutes ces données ou tous les bilans que l'on peut faire, elles soient partagées par le cabinet, mais que ça ne fuite pas à l'extérieur. Et ça, c'est toute la problématique, ne serait-ce quand on fait des comptes rendus ou des synthèses automatisées, et qu'en plus, on doit tout numériser. Donc voilà, c'est une double problématique, à la fois IA, mais aussi, je vais dire, numérique confidentialité.
Voilà. Et effectivement, on avait démarré quelque part par le Google, forcément. Donc, quelque part, les données étaient déjà, mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est primordial, c'est la cybersécurité, complètement. Voilà. Puis avec les investissements qui vont avoir lieu aussi en région, on va aussi, en tout cas, la région et l'État aussi essayent justement de garantir cette souveraineté. Pour les serveurs, enfin pour les data serveurs, centers, avec pour les l'installation data de serveurs, puisque notamment apparemment Mistral, qui a des serveurs ailleurs d'ailleurs qu'en Europe, semblerait vouloir revenir un peu en France pour montrer quand même que les serveurs sont plutôt sur une zone protégée. Mais en effet, une des complexités, c'est non seulement lié à Act, mais c'est quand on combine, pour ceux qui travaillent sur ces enjeux-là, quand on combine le RGPD et le règlement européen en matière d'intelligence artificielle, honnêtement, c'est quand même compliqué. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Par rapport à d'autres pays, il vaut mieux qu'on ait ces textes pour protéger. Mais ça devient très compliqué. Alors, ils nous ont décalé l'entrée en vigueur là, du système à haut risque, puisque tout ce qui est éducation, formation, c'est du système à haut risque. On décalé à décembre 27 pour la vraie entrée en vigueur, mais c'est déjà applicable là. C'est quand même complexe. Je l'ai vu récemment, on a fait des réunions en recherche pour voir ce qu'on peut faire ou pas. Le mix RGPD, RIA, mais tant mieux, au sens protection, mais en termes de mise en œuvre, quand on regarde ce qui peut se passer, et certains de nos laboratoires parfois nous disent « Ouais, d'accord, mais nous on travaille avec tel labo qui est aux États-Unis. » Oui, et alors oui, mais eux, ils font comme... Oui, d'accord, mais nous, non. Donc, voilà, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Non pas, encore une fois, que ce soit une erreur, mais c'est des contraintes qu'il faut prendre en compte et qui, du coup, ont un coût et ont une complexité de mise en œuvre dès qu'on met de l'IA. Et c'est vrai que cette couche d'IACT se rajoute sur une couche RGPD qui, en tout cas moi de mon regard sur le côté vraiment TPE, petite entreprise, même associatif, c'est déjà complexe et c'est parfois compliqué, pas forcément mis en place ou en tout cas plus difficile. Moi j'ai un nombre d'associations assez important où c'est du coup une structure quand même qui est assez grosse, etc. Et pour autant, ça fonctionne encore sur des boîtes Gmail perso. Et donc là, on a déjà le step d'avant de dire ok, mais au niveau de la data, comment elle est structurée, comment tu protèges, comment tu structures. Donc il y a déjà en fait ce premier step avant de réussir à acculturer, à bien expliquer qu'il y a un besoin de quand même sécuriser pas mal de data en amont. Et on rajoute, on saupoudre après avec la partie IAC, même si c'est un peu moins en effet le cas pour les assos, mais on parle en effet d'hygiène numérique. Moi c'est comme ça que j'aborde le sujet, c'est vraiment dire que tout comme vous devez déjà avoir une hygiène numérique dans votre quotidien sur le partage des data dessus, en fait c'est la même chose à dupliquer quand vous allez utiliser un chatbot ou une solution IA. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, Louis? Ma question est pour Christophe. Grosse surprise. Donc moi c'est Louis, CEO de Lumo. Nous on a un SaaS, on gère tout le cycle de l'examen, donc examen en ligne avec des sécurités, détection de triche, s'il utilise son téléphone, etc. Mais aussi un gros volet correction, donc correction assistée par IA. On s'adresse exclusivement au secteur privé pour l'instant. Il y a une adoption massive. On signe très très rapidement à l'heure actuelle pour tous les enjeux de temps de correction, d'efficacité, de fiabilité, mais aussi de feedback pour les étudiants. Ma question pour Christophe, c'est où en est le public à ce niveau-là? Je voulais aussi revenir sur la souveraineté. En étant transparent, on a un mix aujourd'hui d'utilisation. On utilise Mistral, mais pour les tâches les plus complexes, il y a un manque de performance, donc on est sur des solutions américaines. Et on postule pour France 2030 pour avoir une IA souveraine d'ici 2028, donc 100% de notre IA souveraine embarquée. Je voulais savoir la position sur l'évaluation de l'université de Lille. Où est-ce que vous en êtes? Voilà. Alors, juste un point, parce qu'apparemment, l'annonce sort aujourd'hui ou demain. Le gouvernement doit annoncer une IA souveraine pour l'ensemble du service public, de l'État en tout cas, donc on verra si un jour on a vraiment quelque chose. Apparemment, c'est une annonce là, mais bon, on verra. Ce qui concerne les évaluations, j'ai deux volets. Il y a d'une part les évaluations, les enjeux de triche. Bon, voilà, où on essaye de limiter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il semblerait, je pense qu'il y a un peu de fantasme quand même, parce qu'on n'a pas toujours des preuves et on ne peut pas aller en discipline quand il n'y a pas de preuves. Que les collègues voient beaucoup de triche dans les amphis au moment des examens, avec les lunettes connectées, les montres connectées, tout ce qui peut être objet connecté que les étudiants semblent utiliser. Pour vous dire où on en est arrivé, puisqu'on ne peut pas faire de brouillage, le brouillage est interdit en France, on en est arrivé à acheter du détecteur d'ondes. Bon, comme d'autres établissements, et là, ça va être testé bientôt dans une de nos composantes, dans les amphis, pour voir. Ça marche très bien. Alors, il faut quand même voir pendant un amphi ce qui fonctionne. Autrement, pour d'autres examens, on est sur de la télésurveillance, ce qui est autre chose. Quand on veut vraiment avoir des examens à distance, on recommence. On l'avait fait en 2019. On recommence la télésurveillance pour des formations à distance, parce que c'est l'autre option pour ne pas faire venir. Sur la correction, qui est plus l'enjeu,
Alors, c'est pas que ça n'intéresse pas certains enseignants que la correction puisse se faire par les IA. D'ailleurs, certains le font sans vraiment le faire ou sans le dire, parce qu'ils testent parfois en mettant les copies dans des outils. Je préfère pas savoir lesquels, parce que je me demande dans lesquels ils mettent des copies. Voilà, ça m'inquiète un peu. Enfin, c'est un peu embêtant. En revanche, pour l'instant, honnêtement, soyons clairs, on n'est pas sur l'idée d'aller vers une correction par IA. Je ne dis pas que le sujet n'est pas sur la table, pour plein de raisons. Et alors, pour ce qui me concerne, j'avoue que pour l'instant, pourtant je me suis tapé plein de copies récemment là, mais je trouve que ça relève quand même d'une partie de l'enseignant. Alors, sur un volet numérique, je suis assez d'accord. Et tout à l'heure, ça rejoint une remarque qui a été faite. Je trouve que le numérique nous oblige à être parfois plus performants sur certains points et plus transparents. Ça oblige notamment, je ne prendrai pas les domaines dans lesquels il y a des enjeux, mais ça oblige forcément à dire clairement quelle est la grille de correction. Ce qui parfois n'est pas toujours le cas. Quand on évalue une copie, parfois, ouais, c'est évalué, bon allez, ça vaut tant. Mais c'est quoi la grille? Bon, et si on veut le faire en numérique, il n'y a pas le choix. Et si on veut que ce soit une IA qui fasse, il faut que la grille soit carrée, que tout soit carré. Donc ça oblige. C'est intéressant, c'est bien. Mais je pense qu'il y a encore un rôle derrière l'enseignant quand même sur le volet pédagogique feedback, même s'il y a peut faire du feedback. Donc voilà, non, on n'est pas pour l'instant sur la logique d'aller dans ce sens-là. Je ne dis pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que les choses vont évoluer, notamment pour plein d'autres raisons, qui seront peut-être à un moment donné pour corriger 400 copies. Voilà, certains ont parfois remplacé les épreuves qui existaient en disant 400, on ne va pas y arriver, on va mettre une épreuve réponse courte, 10 lignes. Bon, ce qui pose d'autres problèmes sur les compétences qu'on évoquait. Donc voilà, donc, pour l'instant, on ne signera pas, je dirais, d'enjeux sur faire corriger les copies par une IA. Mais ça devient un enjeu, bien sûr. C'est local. Bien sûr. Enfin, il n'y a pas que vous, hein, mais il y en a d'autres, mais il y a plusieurs entreprises. Mais il n'y a pas de doute. On saura où taper à la porte. En tout cas, Antoine Besnéard dans le chat nous dit qu'il y a une question d'éthique universitaire sur l'IA pour la correction. Ouais, en effet. Merci. Ce que je vous propose, il nous reste 4 minutes avant le cocktail. C'est peut-être que chacun puisse donner un conseil, une ressource, peut-être un podcast, ou en tout cas quelque chose qui pourrait recommander à nos auditeurs du jour pour avancer sur ce sujet de l'IA. Moi, je conseillerais de commencer, si ce n'est pas déjà fait, de commencer dès maintenant à pratiquer, à tester. C'est vraiment le meilleur moyen de commencer et même de demander de l'aide de l'IA pour commencer à l'utiliser. C'est aussi un bon tips. Qui mieux que l'IA après un formateur peut vous aider à comprendre comment l'utiliser. C'est un vrai tips. Et puis après, en reco livre, moi je recommanderais le petit livre d'EdTech qui est là et qu'on va vous distribuer à la fin, donc sur l'IA éducative. Voilà, un petit livre super sympa, en plus assez graphique, donc du coup vraiment assez intéressant pour avoir une belle photo d'ensemble de où est-ce qu'on est et les sujets à traiter. Voilà. Je n'aurais pas dit mieux, Maximilien. Isabelle. Alors moi, ce que je dirais, c'est effectivement la partie sensibilisation qui doit être primordiale aujourd'hui. Et effectivement, ce qu'il y a de mieux, c'est de l'utiliser, on pourrait dire presque au quotidien, puisque l'IA aujourd'hui, c'est une évolution progressive et ça va devenir naturel. C'est comme on utilise Word, Excel, PowerPoint, on ne se pose plus la question. Aujourd'hui, finalement, c'est un outil qui fait partie de nos basiques. Et l'IA va devenir justement un outil de nos basiques. Et donc, plus on va l'utiliser, mieux ça sera. Et effectivement, la base, apprendre à faire un prompt, c'est bien sûr la base, mais après, qu'est-ce qu'on en fait derrière et qu'est-ce qu'on va pouvoir, nous, y rajouter. Voilà, donc j'aurais tendance à dire un petit peu progressivement, un peu chaque jour, puisque ça évolue très très vite. Et en termes d'entreprise, on va dire ça comme ça, toi aussi d'ailleurs, en termes d'entreprise, c'est celles qui n'y sont pas encore, il est temps de s'y mettre. Voilà. Donc un petit peu chaque jour, Christophe. Oui, je serais dans la même logique, la sensibilisation de départ, c'est ce qu'on essaye de faire, et je dirais même pour toute personne, alors nous on le fait aussi avec nos étudiants, de manière générale, mais pour toute personne, il y a un certain nombre d'outils qui sont en ligne, qui sont parfois pas mal faits. Le test de l'Université de Laval, par exemple, qui est intéressant, puisqu'on remplit le test, à la fin on est un animal, selon ce qu'on a rempli sur la littératie de l'IA, à la fin on termine, on est soit le panda, soit le corbeau ou l'aigle, ça dépend ce qu'on est. C'est intéressant parce que ça donne une idée, et d'ailleurs c'est sur ce qu'on s'appuie là-dessus pour ensuite dire, selon le résultat qu'on a, peut-être derrière qu'est-ce qu'il faut compléter. Voilà, ça donne une première image en disant est-ce que je suis déjà bon, moins bon, je connais pas, je connais rien, et du coup il y a plusieurs outils comme ça qui sont en ligne.
même pour tout public, je dirais, ça peut être intéressant pour démarrer. En effet, le côté sensibilisation est indispensable. Après, il faut aller plus loin, mais déjà démarrer. Ça marche, Thomas? Je pense qu'avec l'IA, on a une barrière à l'entrée qui est finalement très faible, très basse. Et du coup, il ne faut pas attendre d'être un expert en prompting, d'avoir le projet parfait qui va bien s'adapter avec l'IA. Non, il faut tester, itérer. Alors, évidemment, apprendre les grandes recettes du prompt, ça sert, mais ce n'est pas un indispensable pour commencer. Il faut vraiment oser se créer ces opportunités-là, parce que ça va devenir une compétence qui sera complètement nécessaire et complètement normale demain. Comme maintenant, il y a 30 ans, on n'utilisait pas Google, maintenant on utilise Google de façon complètement naturelle. Ben là, ça va être la même chose et ça va nous permettre de faire et de faire plein de choses finalement. Et donc, osez, lancez-vous tout de suite. C'est pour moi le meilleur conseil qu'on peut donner. Ok. Juste, Ouais, enfin, non, vas-y, c'est parce que Christophe. ça a été dit vendredi, tu devais y être. Vas-y. Google, oui, mais enfin, on a un moteur de recherche français. Quoi. Il n'y en a qu'un. Oui, il y en a un, Oui. c'est Quant. Hein. Enfin, pour ceux qui Bien voudraient sûr. utiliser du français, il y a un moteur de C'est recherche. vrai, c'est Quand même, vrai. on n'est pas obligé d'utiliser Google. Eh ben, merci à chacun de vous quatre hein, pour voilà, ces partages. Osez l'IA, voilà, si on devait terminer sur une phrase. On vous invite en tout cas mercredi soir, demain soir, sur le campus Innov à Croix pour également un meet-up EdTech sur IA et enseignement supérieur. Donc là, il y aura un focus avec des écoles. Christophe, tu seras... Mais c'est un peu plus technique, enfin, ce sera Voilà. vraiment plus technique. Ça sur sera les plus outils utilisés. technique, Ouais. il y aura d'autres cas d'usage hein, que vous pourrez retrouver. Donc demain soir sur le campus Innov à Croix. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que la question n'est plus de savoir si l'IA va transformer nos métiers, mais comment nous allons collectivement, en tout cas, accompagner cette transformation. Et c'est précisément, en tout cas, le rôle là, de nos acteurs éducatifs, numériques, formation, EdTech, en tout cas qui sont là pour accélérer le mouvement. Merci à nos hôtes en ligne et puis pour ceux qui sont en présentiel, bon cocktail. Merci, Merci et à à tous. bientôt. Merci.